Voilà, donc on va faire un trucage avec ça, mais je vais d'abord fermer les images. Donc, vous êtes dans Photoshop. On va faire un nouveau document. C'est une solution. On peut démarrer d'une des images et agrandir la zone pour avoir de la place pour amener une autre, mais on peut aussi démarrer d'un document complètement nouveau. Donc, allons-y, fichier nouveau. Donc, on va déterminer la dimension éventuellement en centimètres, pourquoi pas. Mais ça pourrait être des pixels aussi. Mais ici, je vais le faire en centimètres. Donc, au niveau de la dimension, par exemple, je vais prendre 40... je vais prendre en largeur 29,7 cm, en hauteur 42. Au niveau de la précision, 300 pixels par pouce, mais ça va peut-être être un peu lourd pour les ordinateurs pour la suite, donc je vais aller à 150. Ça, c'est le nombre de pixels si on considère que c'est une feuille de papier qui a cette dimension-là en centimètres. C'est le nombre de pixels pour chaque distance de 2,54 cm, le nombre de pixels qui est utilisé. Pour une impression jet d'encre, c'est tout à fait suffisant. Et peut-être même pour des bâches, des impressions plus grandes qui sont vues de loin, on peut peut-être même descendre en dessous de ça. Donc, couleur RVB, contenu d'arrière-plan blanc, ça a l'air bien. Voilà. Et donc, voilà votre document que vous enregistrez. Donc, bon, je vais l'appeler poster. Poster-01, voilà. On va vérifier qu'on est bien tous synchro au niveau des nombres de pixels. Si vous allez dans le menu Images, taille de l'image, est-ce que vous voyez bien tous et toutes ici 1754, 2480? Au cas où vous auriez fait une erreur dans la création du document. Dans le menu Images, taille de l'image. C'est aussi indiqué ici en bas. Non, c'est en millimètres là. Voyons. Taille du document, c'est la taille comme ça. Donc, il vaut mieux aller dans le menu Image, taille de l'image. C'est pas plus mal. Est-ce que vous avez bien quelque chose de normalement identique à ça, si vous avez fait 29,7 sur 42 à 300 pixels par pouce? On est d'accord? Oui. OK. Ici, je n'apporte pas les notions de fond perdu, etc. Ça, c'est de l'A3. C'est de l'A3, oui, c'est de l'A3. Normalement, si le format final est de l'A3, il faut faire le poster en A3+, c'est-à-dire un A3 avec un bord. Mais on va laisser comme ça pour l'instant. OK, vous avez enregistré. Bon, vous allez importer des choses dedans. Donc, fichier importer et incorporer, ce sera plus simple ici. Ça va être indépendant une fois que le fichier qu'on va chercher sur le disque dur est amené dans le poster ici. Il n'a plus rien à voir avec le fichier sur le disque dur. Le fichier sur le disque dur pourrait être modifié, disparaître. Ce ne serait pas un gros problème. Donc, c'est importer et incorporer. Donc, dans ce cas-là, vous allez chercher une des versions de vos buildings. OK. Que vous avez corrigé ou pas. Voilà. Et vous validez avec le petit V, ici au-dessus. Ouais. Et vous obtenez un objet dynamique. C'est un calque conteneur qui contient l'image. Dedans. Donc, si vous allez dans Édition, Transformation manuelle, et que vous le faites tout petit, et que vous validez, évidemment, si vous le voyez en zoomant, là, Alt roulette, c'est complètement pourri. C'est l'image qui est sur le calque qui est vue à travers la trame de pixels de notre poster.
Mais étant donné qu'on travaille avec un objet dynamique, et ça c'est automatique, quand vous importez quelque chose, ça va dans un calque conteneur. Tous les pixels de l'image originale sont toujours là-dedans. Ça veut dire que si on réagrandit, oui évidemment on pourrait annuler, mais je vais vous montrer que si on réagrandit, édition, transformation manuelle avec la poignée là, les détails réapparaissent en fait. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Et je valide avec le petit V la transformation manuelle. Donc, on fait gaffe avec l'objet dynamique. Dès que sur l'image, vous essayez d'utiliser un outil modificateur de pixels, comme le pinceau, vous avez un message de Adobe qui vous dit « Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer ». Et bien sûr, vous ne le faites pas. Vous avez l'impression que vous devez le faire, mais surtout pas. Vous allez perdre tout le bénéfice de l'objet dynamique. Donc, dans ce cas-là, vous annulez. Donc ce message va arriver systématiquement quand vous essayez de modifier, quand vous utilisez un outil sur l'objet dynamique, il va vous mettre ce message. Un outil modificateur de pixels. Le tampon, ça, la gomme, le doigt, enfin tout. Plein d'outils. Ok, donc là, ce que vous devez faire avec la transformation manuelle, c'est... donc, édition, transformation manuelle, voilà, c'est agrandir et positionner vers le bas et faire déborder du poster, voilà, n'hésitez pas, faites déborder, voilà, positionnez, validez avec le petit V là au-dessus, bien. Donc, il faut que ça occupe quand même les 2/3, voire même les 3/4 du poster. Parce qu'on va faire une fusion, et il faut que les deux images se superposent. L'autre image, ça va être les arbres, par exemple. Ok, c'est l'occasion de voir 2-3 petits trucs. Cette image-ci, ce calque-là, si je veux modifier son apparence, je vais le transformer en noir et blanc. Donc, dans Photoshop, il y a plein de manières de transformer les choses en noir et blanc. La manière la plus stupide, c'est ceci, image mode, niveau de gris. C'est-à-dire qu'au lieu de 3 couches dans la palette des couches, menu fenêtre couches, la palette des couches qui crée les couleurs dans l'image. On la confond souvent avec la palette des calques quand on est débutant, mais ça n'a rien à voir, c'est la palette avec les couches qui constituent l'image. À la place d'avoir les 3 canaux rouge, vert, bleu, vous n'aurez plus qu'un seul canal niveau de gris et vous ne saurez plus mettre de couleur. Et en plus, vous ne pouvez pas choisir la manière dont ça va se transformer en gris. Ça vous est imposé. Donc, quand on doit transformer en gris, mais autant le faire avec un calque de réglage spécial pour ça, qui va se mettre au-dessus du calque là et transformer en gris. Premièrement, vous pourrez encore mettre de la couleur dans l'image. Deuxièmement, ça va vous donner le choix, comment vous allez convertir l'image couleur en niveau de gris. Alors on y va, est-ce que vous avez bien le calque ici qui est activé? Si c'est celui-là qui est activé, ça ne va pas le faire, hein. Il faut que ce soit celui du dessus, comme ça. Ensuite, les calques de réglage, il y a plein d'endroits où aller les chercher. Vous pouvez aller sur la demi-lune ici, et vous allez chercher parmi tous les calques de réglage le calque qui s'appelle noir et blanc. Voilà. Du coup, vous avez l'image qui est devenue grise, mais en réalité, vous le voyez dans la palette des calques, elle est toujours en couleur. C'est juste parce que par-dessus, on a mis un calque de réglage noir et blanc. Vous avez un panneau propriété qui s'est ouvert. Si il ne s'est pas ouvert ou si vous l'avez fermé, il suffit de double-cliquer sur la partie gauche ici du calque de réglage et ça se réouvre. Sinon, menu fenêtre propriété. Et là, vous allez décider comment l'image grise est faite au départ de l'image en couleur. À quel point chacune de ces couleurs de l'image en couleur intervient dans la création de l'image grise. Donc ça, c'est assez créatif et intéressant quand vous devez faire des images grises. Donc parfois, des images grises, c'est mieux qu'une bête image en couleur. Hein. Vous avez une image en couleur, c'est bof-bof, mais vous allez pouvoir faire de la com avec des images grises, c'est pas un problème. Hein. C'est là que vous allez pouvoir éventuellement obtenir un effet un peu ancien, un peu vintage. Voilà, donc je vous laisse au cas par cas décider comment vous transformez votre image grise, votre image couleur en image grise. Et on peut revenir autant de fois qu'on veut là-dedans, même si on a fermé l'image, enregistré l'image et qu'on la réouvre. Évidemment, c'est dynamique, modifiable. Si on enlève l'œil, d'ailleurs, on voit l'image en couleur. Voilà.
Bon, c'est restrictif, hein, je veux dire, c'est juste parce qu'on manque de temps, j'ai pas le temps de vous montrer plus pour l'instant, mais il y a plein de choses qui sont intéressantes. Je vais quand même vous montrer encore autre chose éventuellement. Euh, on va peut-être enlever l'œil temporairement en face de ce calque et réactiver le calque ici. Vous avez la possibilité d'aller chercher les filtres photo. Ils sont où les filtres? Voilà, filtres photo, voilà. Donc je répète, hein, j'ai enlevé l'œil en face du réglage gris. J'ai réactivé le travail sur l'image ici et testé quand même quelque chose qui peut être intéressant. C'est les filtres photo. Toujours dans la demi-lune, là, filtre photo. Et là, vous avez du filtrage pour donner un côté ancien, genre Instagram, voilà. Vous choisissez le look. Et bien sûr, il y en a d'autres qu'on peut ajouter. Voilà. Donc tout ça peut être intéressant. Ah oui, et avec la densité, voilà, la force, oui. Voilà. Et la couleur dans laquelle ça baigne parfois. Pour donner un look vintage, ça peut être très bien. Voilà. Bon, je vous laisse choisir votre méthode. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez que ce soit gris? Est-ce que vous utilisez plutôt le filtre? Voilà. Ouais. Donc, si vous déplacez le filtre noir et blanc en dessous du filtre photo et que vous l'activez, le filtre photo s'applique sur la version noir et blanc. Les filtres se combinent. Voilà. Donc là, il n'y a plus aucune couleur qui se différencie en bas. Donc tout ça peut être intéressant. Ok, ce serait peut-être intéressant d'enregistrer ça, enregistrer sous, voilà. Ici, je vais enregistrer sous et je vais changer de numéro parce que je vais enregistrer régulièrement sous un nom différent. Au niveau des tailles, on en est où? Parce qu'à un certain moment, ça risque de devenir un peu lourd, en fait. Hein. Donc pour l'instant, je suis à 28 mégas avec mon image, moi. Donc ça va, on a bien fait de prendre 150 dpi, parce que 300, ce serait 4 fois plus lourd. On serait déjà à 120 mégas, rien que pour ce fichier où il n'y a qu'une image. Donc ça peut devenir très lourd. Des fichiers Photoshop de 500 mégas, 1 giga, 2 gigas, c'est pas inhabituel. De nos jours, c'est normal, ça se fait. Bien, donc on va importer l'image de la ville, par exemple, la ville des arbres, voilà. Donc fichier importé et incorporé. Donc il faut l'image des arbres. Ici, sur le Mac, si je sélectionne une icône et que je refonce la barre d'espacement, je vois en grand ce que ça donne. Est-ce que j'avais pas plus d'arbres que ça? C'est quoi cette... Ah, j'avais pas plus d'arbres que ça. Il me semblait les avoir téléchargés, mais ils se sont téléchargés au mauvais endroit, je parie. Je vais aller voir. Non, j'ai juste 2 images d'arbres. Voilà, ok. Apparemment. Bien, donc dans Photoshop, fichier importé et incorporé, et je vais chercher image d'arbre. Voilà. Je valide avec le petit V. Avec transformation manuelle, CTRL-T sur le PC, commande-T, et en zoomant en arrière, je vais agrandir. Si j'agrandis en enfonçant la touche Alt, ça agrandit dans tous les sens. La touche Option. Sans la touche Alt, ça fait ça. Ça agrandit dans le sens par rapport à la poignée que j'ai prise. Mais Alt, ça agrandit dans tous les sens. Ça peut être intéressant. Voilà. Je fais en sorte que ça se superpose. Je valide avec le petit V. Et voilà, on a un calque importé, une image importée. Et alors, l'idée ici, c'est de faire
une fusion entre les deux images. Donc, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un masque de fusion. Donc, il y a plein de solutions pour le faire. Voilà la plus basique. Vous allez, en ayant le calque du dessus activé, vous allez cliquer sur cette icône de carton troué, un masque photographique, et voilà, vous avez un masque de fusion. Donc là, il faut décider si on travaille à ce moment-là, quand on a un calque avec deux parties comme ça, est-ce qu'on travaille sur la partie masque ou sur la partie image? Dans ce cas-ci, on continue à travailler sur la partie masque, c'est elle qui est encadrée. Vous allez activer l'outil dégradé. Donc, on va peut-être aller chercher menu fenêtre dégradé, la palette dégradée, menu fenêtre dégradé. Donc, n'hésitez pas à prendre les palettes par leur nom et les déplacer vers le centre de l'écran et les agrandir par leur petite case en bas à droite, parce que sinon, si ça reste coincé sur le côté, c'est foireux. Donc, n'hésitez pas, on prend les palettes par leur nom et on les agrandit. Donc, dans ce cas-ci, ce qui m'intéresse, c'est le dégradé de base, basique, ici, le premier. Voilà, noir et blanc. Et ça ne va pas, il y a un problème, attendez, parce qu'en fait, il nous a... il va falloir que j'annule, parce qu'il y a une nouveauté là dans Photoshop. Il va falloir qu'il... Tiens, pourtant, je suis en dégradé classique, ok. Bon, écoutez, ça vous a créé un calque de dégradé? Faites édition annulée, si ça vous a créé un calque de dégradé quand vous avez cliqué sur lui. L'essentiel, c'est d'avoir du noir et du blanc ici. Voilà. En fait, la palette dégradée ici ne va pas nous servir parce que ça nous pose un problème avec cette nouveauté. Donc, oubliez ça, oubliez la palette dégradée. Ce qu'il nous faut, c'est absolument avoir du noir et du blanc ici. Donc, on réinitialise éventuellement avec la petite icône ici. Voilà. Donc, est-ce qu'on est bien en train de travailler dans le masque de fusion? Si vous avez un calque de dégradé au-dessus, vous le jetez à la corbeille du bas de la palette des calques, parce que ça nous ennuie plus qu'autre chose. Et donc, avec la souris, voilà, vous cliquez, vous gardez enfoncé, vous bougez, et ça fait une fusion. Voilà, voilà. Ben, il suffit d'appuyer et de tirer, voilà, on fait une fusion dans un sens ou l'autre. Ben, il y a un sens où ça marche et un sens où ça marche pas. Hein. Ah ouais. Voilà. Et si vous faites trop grand, vous allez voir le bord de l'image d'en dessous, les buildings. Donc, faut faire gaffe, il faut faire plusieurs tests. Donc, n'hésitez pas à faire plein de tests. Il n'y a pas besoin d'annuler. Quand vous avez fait un test, vous pouvez retracer. Voilà. Et à un certain moment, vous devriez avoir un dégradé qui convient. Donc l'idée, c'est que quand c'est blanc dans le masque de fusion, ça fait apparaître. Quand c'est noir, ça ne fait pas apparaître. Et quand c'est gris, ça fait plus ou moins apparaître. Et là, on est en train de faire un dégradé du noir vers le blanc. Donc il y a plein de gris, il y a plein de niveaux de transparence. Et ça peut être sympa, ce genre de choses. Voilà. Ça peut être sympa, c'est vous qui voyez. Après, il faudra peut-être repositionner les images les unes par rapport aux autres. Est-ce que vous arrivez à quelque chose de pas trop mal ou parfois il faudra peut-être réactiver le calque de l'image en dessous et avec transformation manuelle, donc CTRL-T, touche Alt peut-être, aller réagrandir ou repositionner sans aucune touche, repositionner. Voilà, on valide. Peut-être que pour l'image du dessus, il faudra le faire aussi. Mais attention, si vous voulez repositionner l'image du dessus ou la réagrandir, il faut absolument d'abord que cette partie-là du calque soit activée. Et deuxièmement, que vous ayez enlevé la chaîne pour que le masque ne bouge pas. Donc, cadre et enlever la chaîne en cliquant pour le... voilà. Et là, transformation manuelle. N'hésitez pas à zoomer en arrière, c'est super important. Et voilà, et vous agrandissez, vous bougez, voilà. Et vous obtenez un effet de fusion. Voilà. Et donc, on peut aller retravailler le masque et avec l'outil dégradé, tracer dans un sens ou l'autre, voilà.
Tiens, ça c'est pas mal aussi dans ce sens-là. C'est rigolo. Ah, c'est mieux. C'est mieux? Ah, ça peut... Oui, c'est plus naturel, ça... C'est moins un poster. Mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est un peu de faire du symbolisme ici avec les gratte-ciels verticaux et les arbres. Bon, Ok, donc je réactive la partie gauche et avec l'outil de déplacement ou la transformation manuelle. Mais attendez, l'outil de déplacement sans l'option sélection automatique cochée là dans les options là au-dessus. Vous voyez les options du dessus? Menu fenêtre options si vous ne les voyez pas. Mais donc attention à l'outil de déplacement. Si ceci est coché, ça risque d'activer un calque qui n'est pas celui sur lequel vous êtes en train de travailler. Ça. Donc, il ne faut pas. OK. OK, il serait possible de faire aussi des... Comment dire? De la symétrie sur le calque. Ben oui, pourquoi pas. Si ça vous arrange mieux que ce soit symétrique, édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et vous voyez mes arbres qui sont à gauche. Mais maintenant, ils sont à droite, ils sont là. Donc c'est édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Voilà, ils sont là, à gauche. Donc tout ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais tiens, finalement, c'est pas mal comme ça aussi. OK. Bon. Donc pour ceux et celles qui sont un peu attentifs, on l'avait peut-être déjà dit, je ne sais plus, c'est un peu zarbi ça quand même, hein, ce qu'on vient de faire. La symétrie, il n'y a rien qui vous semble zarbi? oui, Oui, je parle en symétrie en plus, zarbi. Mais en fait, c'est une symétrie sur un axe vertical qu'on vient de faire, pas sur un axe horizontal. Donc l'axe vertical, et on tourne, voilà, l'axe vertical, on tourne comme ça. C'est ce qu'on a fait, hein. Symétrie sur un axe vertical. Pourquoi est-ce qu'on a dû demander symétrie sur un axe horizontal? C'est une traduction mauvaise dans Photoshop depuis très très longtemps, des décennies. Dans la version anglaise de Photoshop, ça s'appelle flip horizontal, retourner horizontalement. Et alors il y a un zozo ou une zozote, je ne sais pas, soyons l'équité avant tout, qui a traduit ça par symétrie axe horizontal. Flip horizontal et symétrie sur axe horizontal, c'est pas la même chose, hein. Donc voilà. Donc il faut le savoir, c'est ça. Ça vous dit quelque chose, symétrie sur un axe vertical, les cours de maths. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a un problème. Je veux dire que dans la traduction, dans les menus, dans la version française, il y a un problème. OK, alors ici, on va mettre un calque de réglage par-dessus tout. Donc c'est le calque du dessus qui est activé, parce que quand on ajoute un calque dans Photoshop, il vient toujours au-dessus du calque qui est activé. Donc c'est important d'activer celui du dessus pour cette raison-là. Et alors, dans le bas de la palette des calques, vous allez chercher, dans ce cas-ci, la courbe de transfert de dégradé. Courbe de transfert de dégradé. Bien, alors, c'est devenu tout noir chez moi. En tout cas, la courbe de transfert de dégradé est là. Comment c'est moche? Mais d'abord, on ne dit pas c'est moche. C'est peut-être adapté à un certain public, hein? Ah, c'est vrai. Ah, mais non, mais on ne dit pas c'est magnifique non plus. Ah, oui. C'est adapté au public cible ou pas? Hein, réfléchissons en graphiste. Je vous avais montré ça, l'anti-design, non? Ah, écoutez, je vous montre ça parce que c'est une erreur dans les écoles de graphisme et d'art. Il y a des gens qui sortent diplômés de 50 supérieurs d'écoles d'art et qui n'ont toujours pas compris ça. Le but, c'est pas de faire du beau. Le but, c'est de faire quelque chose qui permet de convoyer le message et qui est adapté au public cible.
l'anti-design. Donc, quand vous voyez des mises en page de ce genre-là, par exemple, évidemment, je vous prends l'extrême, hein, les mises en page de ce genre-là, l'anti-design, voilà, des choses comme ça, des posters comme ça, vous voyez, c'est pas des gens qui font n'importe quoi, en fait, hein. C'est juste des gens qui veulent faire des choses non conventionnelles, casser les codes. Donc, c'est pas des gens qui n'y connaissent rien en graphisme. Ça s'appelle l'anti-design, voilà. C'est une madame au lieu de l'enseigner. Mais ça se voit de plus en plus, oui, la banane attachée au mur. Assez seigneur dans le phénomène. Mais oui, pourquoi pas, c'était le but, c'est que quelqu'un la bouffe, la banane. Mais voilà. Et même chose, hein, vous avez le mouvement punk, tout ça est revenu à la mode. L'anti-design, ça doit vous rappeler un peu les choses qu'on voit sur TikTok maintenant, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui criardent comme ça. Tout ce qui est punk et scrapbooking, fanzine, ce genre de style, est-ce que c'est joli ou pas? Aucune importance. Il faut que ce soit adapté au public et au message qu'on veut convoyer. Voilà. Donc, je rebondissais un peu sur ce que vous avez dit. C'est pas joli. OK, donc ici, la courbe de transfert de dégradé est activée. Vous avez la palette propriété. Vous avez ici ceci qui vous permet d'aller chercher d'autres dégradés. Voilà, par exemple ici, celui-là. Voilà, ça c'est en négatif. Tout passe en négatif, intéressant. Si je clique à côté et que je clique sur inverser, ça va inverser le dégradé. Le blanc va aller à droite, le noir va aller à gauche. Voilà. Et là, c'est du positif. OK. Maintenant, il y a d'autres dégradés à tester. Il y en a plein d'autres. Je vous conseille plutôt d'essayer des dégradés où il y a quand même des couleurs sombres et claires dans le même dégradé. Mais voilà. Parce que si vous choisissez voilà, des couleurs trop identiques, c'est de la colorisation plutôt. En une couleur. Bien sûr, les dégradés, on peut les faire soi-même. Donc l'idée ici, c'est que le dégradé, même s'il a plusieurs couleurs, et il y en a plein ici chez moi que je les fais moi-même, comme ils sont jolis. Donc, je veux dire, si le dégradé a plusieurs couleurs, voilà, chaque couleur s'applique sur un niveau de luminosité de l'image en dessous. C'est ça qui est intéressant. Bon, voilà, ça, c'est un peu comme les filtres photos tout à l'heure, mais en plus fort, quoi. Bien. Donc, n'oubliez pas la case inversée si vous voulez que ça ressemble à la réalité avec les choses sombres qui reçoivent les couleurs sombres. Bon, mais tant qu'on y est, d'abord, je vais enregistrer ça pour pas perdre ça, et puis on va faire notre propre dégradé, parce que ça, c'est les dégradés de base de départ, en fait. Hein. OK. Bon, quand vous cliquez sur le dégradé, l'éditeur de dégradé s'ouvre. Et là, vous pouvez double-cliquer sur un des échantillons et en principe, oui, le sélecteur de couleurs s'ouvre. Le sélecteur de couleurs, vous devez, c'est mieux quand on est débutant, le bouton T enclenché. Vous choisissez globalement la teinte avec le curseur arc-en-ciel et puis la luminosité et la saturation avec la position de la pastille ici dedans. Donc ici, voilà, ça lui permet, vous voyez très bien ce qui se passe, hein, c'est très intéressant. J'ai la couleur verte, je vais cliquer OK, OK. J'ai la couleur verte que j'ai insérée ici dans le dégradé qui s'applique sur les parties gris moyen clair de l'image. OK, donc n'hésitez pas à faire des tests. Voilà, voilà. Bien sûr, si un échantillon ne vous plaît pas, vous pouvez le prendre et appuyer et bouger, il s'en va.
Si vous voulez en remettre un, vous cliquez, il arrive, il prend la couleur qui était juste au-dessus, donc il ne fait rien dans un premier temps, mais si vous double-cliquez sur lui, vous allez pouvoir changer sa couleur et obtenir quelque chose de différent. Voilà. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Ça va? Ok, oui, on peut aussi bouger les indicateurs. Les bouger, les inverser. Voilà. Donc tout est possible. Voilà, voilà. Donc intéressant pour faire des choses qui arrachent un peu. Des choses qui ont une identité visuelle forte. Voilà. Donc vous avez remarqué que le calque de réglage s'applique sur tout ce qui est en dessous. Donc dans ce cas-ci, la forêt et les bâtiments, ça peut être intéressant. Mais si vous voulez qu'il ne s'applique que sur la forêt, c'est tout à fait possible. Il faut faire ce qu'on appelle de l'écrêtage. Donc ça fonctionne comme ceci. Open your eyes, ouvre les yeux, ouvre tes yeux, Valet. Donc avec la touche Alt, je positionne le pointeur entre les deux vignettes en enfonçant la touche Alt, la touche Option. Et quand je vois cette icône Zarbi qui apparaît, je vais cliquer mais sans bouger la souris, parce que si je bouge la souris, ça va dupliquer le calque. Donc toujours la touche Alt enfoncée, le bouton de la souris, je clique. Il y en a qui n'y arrivent jamais, il y a des gens qui n'arrivent pas à cliquer sans bouger la souris. Donc dans ce cas-là, il faudra utiliser autre chose. Il faudra faire autrement. Et voilà, dans ce cas-là, vous voyez ce qui se passe. Le réglage n'agit que, comme la flèche l'indique ici, sur le calque d'en dessous. Voilà, c'est de l'écrêtage. Donc ça peut être très intéressant.